The special place where I come from. The moon is bright, we telling stories round the bonfire. We get the firewood and we get the power. We get the sauce, yes, we are proud of who we are. Now not to say all man, not chumchere. Yeah, boy, our conga juma. One so yo alaya kisanga. Ile. Listen to a phobia. Now you're daddy. Take another shot. Bonsoir chers internautes. Bonsoir et bienvenue dans votre émission À votre avis. Ce samedi soir, nous sommes très ravis d'avoir parmi nous Maître Mélie. Maître Mélie qui est avocat, président du collectif des avocats Sylvain Sop, constitué pour pouvoir au service juridique et assister les manifestants, les entités juridiques du MRC et alliés avant, pendant et après l'exercice de leur liberté de droits fondamentaux. Maître, bonsoir. Est-ce que les présentations sont bien faites? On fait avec, Kat. Oui, nous avons également le docteur Sinze, qui est notre consultant, qui est là tous les samedis avec nous. Sans oublier ma co-présentatrice, Laure Nuchan, qui est très belle ce soir, la tenue africaine. Bonsoir, Laure. Bonsoir, Kate. Bonsoir, Maître Mélie. Bonsoir, Dr. Cindy. Bonsoir, tous les followers. Partagez, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que ça te fait ce soir d'avoir parmi nous un poids lourd comme Maître Mélie? Je ne sais pas si je mérite ce poids. Ah si, on vous dirait pourquoi tout à l'heure. Alors, Laure, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un poids lourd comme Maître Sop avec nous ce soir? Ah, je ne suis qu'heureuse de le retrouver après notre longue escapade au commissariat du 1er arrondissement où il nous a soutenus. On a été gardés 6 heures. On a eu 6 heures de garde à vue, c'est ça, Maître? C'est exact. Voilà, donc. J'avais beaucoup plus peur que toi. Oui, heureusement, je m'en suis sortie cette fois-là. Donc, c'est avec beaucoup de joie que je le retrouve aujourd'hui. Et j'en profite déjà pour lui transmettre toute l'admiration et toutes les félicitations du peuple camerounais qui reconnaît son combat. Vous êtes une icône, Maître Mélie. Vous le faites avec le cœur, mais pour nous, c'est énorme. Tout le sacrifice que vous faites pour les libertés et les droits des Camerounais. Merci encore. C'est tout ce que je peux dire ce soir. Merci, Laure. Merci. Je suis un avocat sur 3500 au barreau du Cameroun. Vous voyez que la fraction ne représente pas grand-chose. Bien sûr, moi aussi, je suis une Camerounaise sur 30 millions. Donc, dans ce cas-là, ça ne donnerait pas. Donc, vous faites la différence, Maître. Acceptez qu'on vous le dise vivant, s'il vous plaît. C'est toujours un plaisir d'apprendre que... Oui, je disais que c'est toujours un plaisir de voir que ce qu'on fait, que ça touche des gens. C'est également toujours un plaisir de se sentir utile à sa société. Voilà, tout à fait. Vous voyez pourquoi vous êtes une icône, mais vous voyez pourquoi vous êtes un poids lourd. C'est tout ce que vous faites pour les Camerounais. Et maintenant qu'on a l'occasion de le dire, on voulait, avant de commencer l'émission, vous rendre hommage pour tout ce travail que vous abattez tous les jours pour les libertés des Camerounais, pour la défense des Camerounais de tous bords.
ceux qui sont en quête de justice, ceux qui sont en quête de liberté. Et c'est très admirable. Et on vous rend hommage de votre vivant. Voilà, on vous rend hommage pour tout ça. Et c'est pour ça qu'on vous a traité de poids lourd tout à l'heure, parce que vous êtes un poids lourd. Si je le mérite, c'est bien. Donc, vous le méritez amplement, croyez-moi. Voilà. Donc, ma première question, maître, pour ce soir, nous allons quand même beaucoup nous attarder sur le cas du président Mota, qui vient de sortir de prison. Le président Mota, pour qui vous vous êtes battu jour et nuit pour le faire libérer. Le président Mota avec les autres prisonniers, parce qu'ils étaient nombreux et vous n'avez pas, vous vous êtes pas reposé, vous vous êtes battu avec votre collectif pour le libérer de prison. Et c'est vraiment sur ça que nous allons nous attarder aujourd'hui. Donc, ma première question, maître, pour ce soir, ça va être concernant le procès de ce prisonnier politique, notamment celui du président Mota. Si vous pouvez, en quelques mots, en fait, les événements, voilà comment ce procès se sont déroulés. Voilà, ça va être la première question pour ce soir. Permettez-moi déjà d'inviter vos auditeurs et vous-même à rendre hommage à Feu Maître Swop, qui est notre premier coordinateur, qui est parti précipitamment dans des circonstances très douloureuses. Et je pense que là où il se trouve, il doit certainement voir que nous ne l'avons pas déçu. Parce que le travail du collectif est un travail d'ensemble. Chacun apporte sa contribution et je dois vous dire que des gens témoignent et admirent le travail collectif que nous menons. Pour une indiscrétion, l'actuel garde des Sceaux de la France nous a indiqué qu'il est difficile de trouver un collectif qui travaille de manière coordonnée et avec la cohésion et ainsi de suite, tel qu'il a trouvé au Cameroun. Donc, cela qui est un devoir moral pour moi de le faire étant fait, je voudrais également profiter de votre tribune pour saluer le travail d'équipe, tous les 60 qui m'entourent, qui sont disséminés à travers le territoire du Cameroun, à Douala, à Bafoussam et autres. Je trouve chacun talentueux, je trouve chacun aimant sa profession, je trouve, et je suis encadré par des avocats que je pourrais dire de vocation, parce qu'ils ont accepté déjà de travailler pro bono. Alors, pour votre question, qui tend à savoir ce qui se passe, c'est-à-dire l'introduction du procès de Mamadou Mota, je dirais que les gens doivent savoir que c'est parce qu'il a décidé d'organiser une marche à Yaoundé le 1er juin qu'il a été arrêté arbitrairement. Et pendant son séjour carcéral à l'occasion de cette du 1er juin 2019, nous avons été surpris en tant que ses défenseurs de constater que on a mené des enquêtes pendant qu'il était arrêté avec des personnes que lui, on l'a détaché pour le déférer au tribunal militaire devant un juge d'instruction militaire. Et ce juge d'instruction militaire l'a placé en détention provisoire. Maintenant, tous ceux qui étaient placés dans le cadre de la détention provisoire, liés au marche déjà du 26 janvier 2019, ont bénéficié de l'arrêt de poursuite. C'était le 5 octobre 2019. Or, entre-temps, le 22 juillet 2019, il y a eu ce que
le pouvoir a baptisé émeute de Koningui. Je dis ça entre guillemets parce que on a vu des scènes à Koningui, mais l'expression émeute, qui n'est pas apparue au cours du procès, n'est-ce pas, a été longuement propagée au sein de la société. Donc, le 22 juillet, il y a donc cet incident à la prison de Koningui, et immédiatement, les scènes horribles que nous avons pu constater ont eu lieu, où on a vu des gens entassés dans des camions, on a vu des gens entassés dans des cellules au 7, et au cours des audiences, les concernés qui étaient poursuivis nous ont dit qu'ils ont traversé avant ces images-là, ce qu'ils ont appelé la haie d'honneur de la torture. On vous sortait de nuit dans votre cellule sous escorte avec des policiers qui vous tabassaient, on vous entraînait dans la cour, la même scène se déroulait et on vous versait dans les camions et la même scène se déroulait. Ils n'ont même pas su exactement où est-ce qu'on les a conduits. Pour le cas de Mamadou Mota, il a perdu complètement connaissance et plus tard, il a eu une fracture. Donc, cela ne peut pas faire l'objet d'une contestation de la part de qui que ce soit. Donc, le 5 octobre, pendant que cela s'est passé et que chacun attendait qu'on annonce que, à la suite de ces tortures, peut-être le vice-président Mamadou Mota ils auraient eu raison de lui, il a survécu. Et le 5 octobre, lorsque les 104, je pense que 104 personnes qui bénéficiaient de l'arrêt de poursuite quittaient la prison, soit centrale, soit principale, Mamadou Mota est resté à cause du mandat de détention provisoire qu'on lui avait décerné le 5 août 2019 avec 244 autres personnes. Et il faisait l'objet de poursuites devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis. Donc, le 5 octobre correspond à la période au cours de laquelle le tribunal de première instance de Tunis avait déjà vidé sa saisine en le condamnant à 24 mois. Donc, il ne pouvait pas profiter de l'arrêt de poursuite parce qu'il faisait l'objet d'une condamnation de 24 mois avec 163 autres. Donc, certes, nous avions fait appel. Le collectif a saisi le garde de Sceaux pour lui demander à son niveau, parce que cette procédure se déroulait devant les juridictions civiles, donc d'user de son pouvoir pour utiliser les dispositions de l'article 64 du pénal, en ordonnant l'arrêt de poursuite, parce que l'arrêt de poursuite contre les manifestants était déjà ordonné par la plus haute autorité de l'État. Nous n'avons pas été suivis dans ce sens, et jusqu'aujourd'hui, le garde des Sceaux est resté muet et la procédure a suivi son cours. Voilà la présentation que je peux donner pour son cas. En attendant, si vous voulez d'autres éclairages sur la procédure qui s'est déroulée en cours d'appel, je suis disponible à vous en donner. Avant de passer la parole, merci beaucoup, Maître, d'avoir répondu très clairement à cette question. Avant de passer la parole à Laure, je refais appel à notre consultant, le docteur Paul Sinzé. Docteur Sinzé, vous avez entendu le déroulé de l'arrestation, de la procédure et du procès des prisonniers politiques décrit par Maître Méli.
Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce déroulé catastrophique de la justice camerounaise? Bonsoir déjà à vous, Maître Mélie. C'est tout un honneur de vous avoir ici parmi nous pour nous apporter ces éclairages et surtout du point de vue juridique. Bonsoir également à toi, Laure, et bonsoir, Kate. Pour commencer mon propos, je vais d'abord rendre hommage à un très grand combattant qui est tombé ce matin de suite de maladie, Monsieur Claude Bernard Tchonga, à qui je prie pour le repos paisible de son âme et beaucoup de courage à son épouse, dont je vais taire le nom ici pour le moment. Revenant à ce qui concerne les arrestations d'il y a 2 ans, après la déclaration de marche par le RMRC, dont une des victimes qui fut comme un trophée de guerre pour le régime satanique de Paul Biya, fut le vice-président du MSC, M. Mamadou Mota. Moi, je dirais simplement que c'était une arrestation purement politique et ciblée, destinée à casser la carrière de ce grand citoyen, communément appelé le lion du Sahel, dont on sait qu'il met vraiment en déroute tous ces élites du RDPC, du Grand Nord, celui-là qui représente la jeunesse éveillée, la jeunesse éduquée, la jeunesse combattante de notre pays est fier de l'être qu'est Mamadou Mota. Donc, cette arrestation avait pour objectif de briser son élan révolutionnaire. Mais comme l'a dit un de nos frères dans un de ses, je pense, ce matin dans un de ses posts, il disait, quand on veut tuer une graine, on ne l'enterre pas. Quand vous enterrez une graine, c'est pour qu'elle germe. Donc, je vais simplement dire que Mamadou Mota est allé en prison. Vous tous, vous savez ce qu'il a fait en prison pendant son séjour. Il s'était transformé en éducateur et tout et consort. Je ne vais pas revenir sur tout ça parce que ça se sait. Il est ressorti, libéré à minuit, voire 1h du matin, comme un véhicule. Je ne sais pas à quelle heure, si les horaires au Cameroun, les horaires du travail normal au Cameroun sont 24 hours, sont 24 heures chrono. Je ne sais pas si les bureaux administratifs se ferment encore au Cameroun à 15h30 ou 16h30, tel que légiféré, et puis qu'on puisse libérer par un acte administratif un prisonnier qui a pleinement purgé sa peine et d'une façon régulière en minuit. Donc, c'est simplement pour vous dire, le régime ne dort pas, le régime Paul Biya est toujours en quête de tête à abattre, et nous ne pouvons remercier le Seigneur d'avoir sauvé la vie de Mamadou Mota pour tout ce qu'il a traversé de torture, bras cassés, et Dieu seul sait quelle partie de son corps a été encore cassée, mais ce dont nous pouvons être certains, c'est que son mental est encore là et reste fort. Et beaucoup de Camerounais sont encore prêts à le suivre et à le supporter, parmi lesquels je suis très honoré de me compter moi-même. Merci. J'aimerais directement derrière pour dire à Maître Mélie que, voilà, nous on aimerait savoir, après la haie d'honneur de la torture, nous comprenons que il n'y a pas d'État, il n'y a que des états d'âme. D'ici le président élu Maurice Kamto, vous pouvez nous dire comment a été la procédure après ce que vous avez raconté il n'y a pas d'ici. Vous nous avez raconté tout de suite, s'il vous plaît. Merci, Laure. Je dois dire que la procédure elle-même
les enquêteurs, c'est-à-dire une commission d'enquête composée de la gendarmerie et de la police, ils ont pris 3 jours. 3 jours pour auditionner 245 personnes. 3 jours. Ce qui était déjà l'exploit. Oui. Nous, en justice, nous savons que lorsque la justice court plus vite, elle crée des moribonds. Lorsque la justice est une justice qui galope comme le cheval, elle ne dit pas le droit. Lorsqu'elle est aussi lente, c'est-à-dire qu'il marche à pas de tortue, elle ne dit pas aussi le droit. Donc, les gens de justice, c'est-à-dire tous ceux qui participent à l'œuvre de justice, doivent trouver la juste mesure pour ne pas être trop lente et ne pas aller trop vite. Donc, en 3 jours, une commission d'enquête a auditionné 245 personnes. Et en 3 semaines, 7 juges au tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou ont vidé leur saisie. Vous imaginez une procédure comprenant 245 personnes, et c'était un exploit parce qu'on ne voit pas ça souvent au Cameroun. Qui avait intérêt à ce qu'on aille vite? Celui qui avait intérêt à ce qu'on aille vite ne voulait pas trop de débat, ne voulait pas qu'on examine sereinement, n'est-ce pas, ce dossier. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le dossier? Il n'y avait pas de fait. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que les gens doivent comprendre pourquoi les avocats ont dit qu'un dossier n'a pas de fait. On ne peut pas commencer une procédure par les actes de torture. On ne peut pas commencer une procédure par les actes de violence d'État. La procédure pénale ne commence pas par ce mécanisme-là. Et lorsqu'une procédure commence par les actes de violence de l'État, ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité. Ça, c'est clair. Il n'y a plus de vérité. Parce que la vérité, à ce moment-là, c'est la force. La vérité, à ce moment-là, c'est la contrainte. L'individu n'est plus libre. Et lorsque l'individu n'est plus libre, qu'est-ce qu'on recherche? On estocke. Ça veut dire qu'on arrache. Cette procédure n'avait pas de fait parce que tous les procès verbaux d'enquête commencent par « Que faisiez-vous le 22 septembre ?» Que faisiez-vous le 22 septembre? Alors, si l'État veut poursuivre les gens en flagrant délit, ça veut dire que l'État a déjà rassemblé les preuves. Tout à fait. Donc, la police judiciaire doit vous dire que nous avons des informations ou des renseignements ou des preuves établissant que à telle heure, à tel moment, vous avez fait ceci. Qu'est-ce que vous en dites? Mais imaginez qu'une procédure commence par « Que faisiez-vous le 22 septembre ?» Alors, voilà, les 245 vont défiler et raconter chacun son programme de la journée. Et à partir de là, on va puiser des éléments d'inculpation. Exactement. Je ne cesserai jamais de le dire, vos propres déclarations ne peuvent pas vous inculper. En matière pénale, on doit vous opposer des faits, prouver, avec des preuves déjà rassemblées, et vous demander, n'est-ce pas, de répondre sur ces faits-là. Lorsque, à partir de vos déclarations, on puise des éléments de l'inculpation, on a de l'autre côté l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit la pratique de l'auto-incrimination. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un à partir de ses propres déclarations? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police judiciaire a construit des preuves. Or, nous nous retrouvons à ce moment-là à l'ère des ordaliers,
à l'aide des ordalis. Parce qu'à l'aide des ordalis, il était question que vous avaliez une potion. Si elle vous purge, c'est la preuve que vous êtes coupable. On estocke vos déclarations et à partir de là, on vous inculpe. Et particulièrement pour le cas de Mota. Le président Mota a été entendu en présence de son avocat et le procès verbal existe dans le procès. Mais nous avons surpris à l'audience un procès verbal fabriqué où il avait été entendu hors la présence de son avocat. Alors, lorsqu'une procédure a ces deux auditions, le juge doit donner le crédit auquel, parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Et je crois que le collectif travaille pour poursuivre ces officiers de police judiciaire. Parce qu'il y a eu un procès verbal dressé en présence de son avocat. Ce procès verbal est signé de lui et de son avocat. Et il y a un autre qui est apparu dans le dossier, n'est-ce pas, qui était signé de lui seul. Et il ne se souvenait pas à quel moment exactement il avait signé. Wow. Maintenant, lorsque la police glisse ces d'actes dans la procédure et que le juge n'est plus indépendant, on ne saura jamais si les éléments de conviction ont été puisés, soit du procès verbal que nous taxons de faux, n'est-ce pas? Tout à fait. Ou du procès verbal que nous trouvons régulier. Maintenant, nous, de notre côté de la défense, nous estimons que sa condamnation de 18 à la cour d'appel est fondée sur ce procès verbal irrégulier. Et c'est pour cela qu'il faut que nous attaquons. Tout à fait. Donc, voilà la procédure. Le deuxième élément que nous avons constaté dans la procédure, outre la pratique de l'auto-incrimination, qui a été l'apanage de tout le monde dans ce dossier, il y a environ 110 qui ne s'expriment qu'en anglais et ne comprennent que l'anglais, qui sont détenus, qui étaient des détenus de la crise anglophone. Ces personnes, j'ai eu des larmes à l'audience parce qu'il y a un, j'oublie son nom, qui avait été arrêté à Djakiri. Djakiri est à 700 km de Yaoundé, vivant avec sa grand-mère. Déporté à Yaoundé, entendu en français. Et ce cas de ce jeune homme qui était détenu, qui n'avait jamais visité Yaoundé, était d'abord détenu pour le cas de la crise anglophone. Maintenant, après les émeutes, comme les émeutes étaient ciblées vers MRC et crise anglophone, donc on a attrapé tous ces gens-là, on a mis dans un melting pot, dans une procédure. Il y avait 110 qui ne comprenaient pas le français. Je dois vous dire que toutes les enquêtes de 2 jours, sont effectuées par des officiers de police judiciaire qui ne comprennent pas l'anglais. Alors, moi j'avais posé la question au juge au cours des débats, à la question de savoir si on peut arrêter quelqu'un à Mokolo, à Yaoundé Mokolo, et aller le juger à Kumbo. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est possible? Bon, maintenant, l'instrument qui tranche la question, c'est la Constitution, c'est l'article 1er de la Constitution de la République. Constitution de 1996, alinéa 4. Le français et l'anglais sont les 2 langues officielles d'égale valeur. D'égale valeur. Lorsqu'on dit que 2 langues sont d'égale valeur, ça veut dire qu'il ne doit pas être une langue qui est subordonnée à l'autre, ou inférieure ou supérieure à l'autre. Pendant que nous débattions de cela, il est intervenu une loi de décembre 2019 qui allait dans notre sens et qui a dit que le langage de l'audience doit être celui du justiciable. Tout à fait, du justiciable. Or, il se trouvait que dans le siège de la cour d'appel de Yaoundé, il n'y avait aucun magistrat de siège
n'est-ce pas, de culture de la common law. Il n'existait pas. Il n'existait pas. Conséquence, la solution la plus admissible était que on compose la cour avec des juges parfaitement bilingues, pouvant s'exprimer couramment en anglais et en français. Mais le collège qui a jugé Mota et les 162 autres, personne ne parlait l'anglais. Ils ont fait recours à un interprète. Or, interpréter une langue officielle vers une autre, ça veut dire qu'il y a une langue inférieure. Si vous êtes poursuivi devant les juridictions de Yaoundé et vous ne parlez que l'italien, qui n'est pas la langue officielle, le recours à l'interprète est nécessaire. Mais si vous vous exprimez en une langue officielle, a-t-on besoin d'interprète pour interpréter une langue officielle? Et ce débat n'est pas un débat nouveau, c'est un débat qui a eu lieu à la Cour suprême du Canada dans une affaire que j'ai consultée qui opposait McDonald's à la commune de Toronto, qui arrivait à la Cour suprême du Canada. Et lorsque vous prenez la décision, vous lisez, même l'opinion dissidente des juges qui étaient contre, ils expliquent. Or, au Canada, il y a des textes qui ont réglé cela. Chez nous, il y a un texte de 2019 qui a réglé la question, mais les juges refusent d'appliquer, n'est-ce pas, ce texte. Donc, nous avons appelé cela les droits linguistiques d'origine constitutionnelle, et cela fait partie d'un droit de l'homme qu'on doit respecter, parce que la justice doit être rendue en la langue que le justiciable comprend la mieux. C'est ça le principe. Donc, voilà cette affaire rocambolesque au niveau de la Cour. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas pu régler le problème. On a avancé et autre chose, on a constaté que le juge, le président de la collégialité, en cours de procédure au mois d'août, on n'avait pas ouvert les débats, a été promu au grade de hors hiérarchie et en plus nommé conseiller à la Cour suprême. Nommé à conseiller à la Cour suprême. Celui qui occupait le banc de l'avocat général a été muté au siège, ce qui est une promotion dans la magistrature. Et voilà, dans ce cocktail, nous avons contesté leurs compétences. Ils ont dit qu'ils sont compétents. Dans un premier temps, ils nous ont dit que l'administration ne leur avait pas notifié le décret présidentiel. La défense leur a rétorqué que le décret présidentiel, les nommant, avait été rendu public et posable à tous. Et ils nous ont même contraints à leur notifier ce décret. Nous sommes allés chercher ce décret. Et on a procédé aux notifications. Et ceux qui nous ont dit que non, nous ne sommes pas leur hiérarchie, n'est-ce pas, pour leur notifier le décret présidentiel. Donc, on se retrouve dans un pays où une cour d'appel est composée d'un juge qui se retrouve, comme j'aime bien le dire, à cheval entre la Cour suprême et la Cour d'appel. Et nous avons examiné l'organisation judiciaire du Cameroun. On n'a pas vu cette possibilité, n'est-ce pas, qui est offerte à un juge d'être à la fois à la Cour suprême et à la Cour d'appel. Mais ça n'a rien dit. Ils ont fait leur boulot. Comme monsieur l'avocat général me l'a dit, ils ont fait leur boulot. Comme les policiers ont fait le leur. Comme les gendarmes ont fait le leur. Voilà donc le système dans lequel on fonctionne. Et je dois avouer que c'est très difficile pour la défense, n'est-ce pas, d'évoluer dans un tel contexte. Il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a pas de droit de l'homme là où il y a injustice. Lorsqu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit de l'homme. Et je pense que l'injustice doit être la guerre la plus meurtrière qui puisse exister sur Terre. Parce qu'à partir des injustices, naissent des conflits qu'on ne peut pas arrêter. Donc, on doit travailler pour que chacun joue son rôle, tel que c'est défini par la loi. C'est ce que je pense. Mais est-ce que nous allons y parvenir? C'est la question. Effectivement. Bonne question. Je veux rebondir, Maître Mélie, je veux rebondir sur le cas des anglophones.
je tenais à souligner, je pense, j'aimerais avoir votre confirmation que les anglophones, d'ailleurs, tout au début, ils sont levés justement pour cette question de justice qui n'est pas du tout la même justice des deux côtés du pays, sachant que les anglophones plutôt le common law. Oui, vous avez tout à l'heure décrit la situation de ce jeune homme qui a été déporté de Jakiri jusqu'à Yaoundé. Ce fut le cas également du professeur, le président Maurice Kamto, qui fut déporté également de Douala à l'époque avec Albert Zungan et les autres pour Yaoundé. Et est-ce que cette méthode de déporter en fait les personnes, des accusés, parce qu'ils restent quand même, ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que cette méthode de déporter les accusés de leur lieu de résidence à la capitale, est-ce que c'est une procédure normale? Est-ce que cette procédure est justifiée? Je dois vous répondre rapidement. Nous avons de la peine dans cette procédure à savoir quel est le code qu'on applique. Le code de procédure pénale est l'instrument qui relie la défense, le juge et le justiciable. Lorsque ce code prescrit les formalités à accomplir et qu'on assiste à la composante des autorités d'enquête validées par les juges, j'ai coutume de dire que la magistrature n'est pas le prolongement de la police. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que, tel que ça fonctionne dans cette procédure, ce que la police a dit est la vérité. Quel que soit ce que vous faites, même si c'est illégal, c'est la vérité. Et les juges vont dire c'est la vérité. En 2005, lorsqu'on adopte le code de procédure pénale, nous sommes en 2021. Ça fait combien de temps? 11 ans. N'est-ce pas? Ça fait 11 ans. En 2005, lorsque on adopte le code de procédure pénale, et j'invite les juristes à aller lire l'exposé des motifs. Le gouvernement du Cameroun s'engage à humaniser la procédure pénale. Le gouvernement du Cameroun s'engage à humaniser la procédure pénale. Lorsque je dis qu'une procédure pénale ne commence pas par la torture, je pèse bien mes mots. Or, le monde entier reprouve complètement la torture, au point où il y a un acte, il y a un instrument juridique qui indique que quelles que soient les circonstances, même en temps de guerre, on ne doit pas faire recours à la torture. Et le même texte indique que même en cas d'instabilité politique, nous ne le trouvons pas dans ce genre de situation. Si en cas d'instabilité politique, le recours à la torture est interdit. Si en cas de guerre, le recours à la torture est interdit. Combien de fois en temps de paix? Donc, ces procédures n'obéissent pas au code de procédure pénale camerounais. Aux arrestations du 26 janvier, tout le monde connaît. Les arrestations ont commencé par un mandat de perquisition. Tout à fait. Un mandat de partie. Oui. Alors, lorsqu'une procédure pénale ou l'arrestation, on a inversé les choses, on commence une procédure pénale par un mandat de perquisition qui permet aux autorités de police d'appréhender les biens, rien que les biens. Mm-hmm. Et on se retrouve que le mandat de perquisition devient un mandat d'arrêt et que le mandat d'arrêt permet qu'on transfère hors les procédures indiquées dans le code de procédure pénale quelqu'un d'une région à une autre. Que cela soit fait administrativement. L'individu ne relève pas de l'administration. La Constitution le dit.
le sort des personnes physiques relève de la loi. Et lorsqu'il y a une contestation, on rentre devant le juge judiciaire. Là, en otage les individus, on fait de ce qu'on veut. Et lorsqu'on peut établir ce qu'on peut établir, qu'on appelle procès verbal d'audition, on les déverse dans le juge, certainement avec un tribunal, et tout le monde commence à prendre peur. Tout le monde commence à prendre peur. Est-ce que dans ces conditions-là, on se retrouve en train d'appliquer un code de procédure pénale rendu public? Non. Moi, je ne pense pas. Je pense pas. Donc, je me résume en disant que un autre texte, un autre code a prévalu sur le code de procédure pénale. Et c'est pour ça que nous assistons au fait qu'on peut arrêter quelqu'un à Djakiri, on le transfère à Yaoundé sans respecter ce qui est indiqué par le code et que cela ne change rien du tout à son sort. Son sort est décidé par la police qui l'arrête. C'est tout. Wow. Avant de passer la parole à Laure, Dr Sinze, vous venez d'entendre le déroulé des procédures judiciaires au Cameroun où le mandat de perquisition devient du coup de mandat de déportation et de détention. C'est hallucinant comme situation. On se croit, je vais me réserver le droit de donner mon point de vue là-dessus. Docteur, lorsque vous entendez le déroulé tel un cinéma Bollywood, qu'est-ce que vous avez-vous des remarques à faire par rapport à cette façon de procéder, cette violation constante de droits des détenus? Bon, je vais d'abord répondre à une question de maître tout à l'heure. Il s'est demandé quel code de procédure est-ce qu'elle est appliqué au Cameroun. Moi, selon ma propre conception, je dirais simplement que c'est le code de procédure dictatoriale. Donc, il n'y a pas deux autres réponses à cela. Nous, ces événements nous rappellent l'époque coloniale où on arrêtait les dissidents dans les régions, par exemple, comme l'Ouest et tout et consort, le Nord, et on les déportait soit dans les centres de détention à Yaoundé, soit à l'Est. Si vous connaissez les grandes prisons, je pense qu'à l'époque, il y avait une grande prison là, au milieu de l'eau. Voilà, c'est encore quoi là bref, j'oublie le nom de la prison. Bref, on vous rajoutait dans une région et on vous déportait. Le truc, c'était quoi? Vous cassez moralement et finir par vous tuer physiquement. Et c'est cette même procédure-là que le régime Biya le fait, qui est simplement une continuité du régime d'Ahidjo, et c'est simplement déplorable qu'on se retrouve à kidnapper les gens, parce que j'appelle ça en principe kidnapping, avec des mandats de perquisition qui se transforment dans la tête de l'officier de police ou bien de gendarmerie qui vient procéder à l'exécution de cet ordre du juge en mandat d'amener, voire en mandat de kidnapping, et tu ne retournes chez toi que peut-être 2 ans après, ou 1 an après, ou alors quand cela les enchante. Donc, c'est simplement terrible. Je vais également rebondir à une autre thématique que Maître a relevée tout à l'heure, que celui du self-incrimination, c'est-à-dire l'auto-incrimination. C'est pas parce que tu vas à la police, tu déclares que je viens de tuer 50 personnes qu'on va te condamner. Non. Il faut bien que les faits soient avérés. Il faut bien que la police vérifie qu'effectivement, tu as tué ces 50 personnes pour qu'on retienne ces faits contre toi. Sinon, ça sera la pure démence et on ne pourra pas te condamner sur la base de tes propres déclarations, comme l'a si bien dit Maître. Il faut que tes déclarations corroborent à des faits réels, pas à une fiction. Et c'est sur cette base, forcément, donc, que ces officiers de police fabriquent des procès-verbaux, imitent la signature du justiciable, y appose dessus, et les juges l'acceptent contre
Et quand un procès verbal fait en bonne et due forme en présence de l'avocat, qui avait certainement une copie de ce procès verbal, présenté au même juge, mais dont le juge décide de surseoir à ce vrai procès verbal. Quelle est alors la relation de confiance qui existe entre ce juge-là et l'avocat? Ça, ce sont des hypothèses souvent que moi je dis, et je reviens toujours, je dis, l'ENAM est une école à fermer. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'ENAM, tu es ressorti magistrat, que tu es plus intelligent qu'un avocat qui a fait de longues études, peut-être même les meilleures, et sur le temps même et sur la durée, sur la qualité, que toi qui es allé passer tes 2 ans à l'ENAM et sorti être nommé quelque part. Moi, je dis c'est une école à fermer. Ça, c'est ma conception à moi. Ou alors, il faut la refonder verticalement et voir horizontalement sur tout le procédé et tout le consort. On ne peut pas ridiculiser les avocats dans un pays comme le Cameroun à ce point-là. Ça veut dire quand un avocat se présente à la barre, c'est comme s'il devient le subalterne ou alors comme s'il venait essuyer les pieds du juge pour défendre son client. Moi, je dis, ce sont des situations très, très révoltantes et nous en continuons à vivre ces genres de traitements impuissants que nous sommes devant ces injustices. Nous voyons des jeunes enfants déportés depuis le Nozo pour Yaoundé et qui croupissent, meurent en Kodengui, d'autres à Douala, à gauche et à droite. Nous voyons le jeune Sébastien Ebala qui a été kidnappé à la poste centrale et qui jusqu'à aujourd'hui croupit en prison. Nous avons également le cas de Paul Tchouta qui, sur la base de quoi, croupit encore sous un mandat de dépôt dont il se charge de renouveler presque à tout moment, encore en prison pour des faits irréels. Donc, pour dire simplement, quand dans une société, on ne peut pas avoir foi en la justice, c'est terrible. Quand votre fils ne peut pas savoir que si je me plains à mon papa ou à ma maman ou à mon maître, et ne serait-ce que recevoir justice, où voulez-vous que votre enfant aille se plaindre quand il a un problème? Où est ce baobab-là qui est censé protéger le faible? Parce que la justice est là pour protéger en principe les plus faibles de notre souche, de notre couche sociale, contre les abus des plus forts. Ce n'est pas parce qu'on occupe le haut de la table qu'on doit forcément piétiner ceux qui sont en face et légèrement en deçà de soi. Je veux ici démontrer la position du juge, du procureur et so forth dans une salle de justice par rapport aux avocats et aux justiciables qui sont légèrement un peu décalés et en face d'eux. Donc, pour simplement clôturer sur ce point, je ne peux ici que rendre hommage au collectif Maître Swap, composé de près de 60 brillants avocats, la crème de ce pays-là, qui travaillent bénévolement, parce qu'il faut le signaler, Maître l'a pas dit tout à l'heure, ils travaillent d'une façon bénévole, c'est-à-dire ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font, ils ne sont pas payés pour ce combat-là. Ils sont là, ils travaillent comme la société civile, ils font, c'est-à-dire ils travaillent pour Dieu, they're doing God work. Ils font le travail de Dieu, comme on dit souvent. Et je ne peux que les remercier et les souhaiter bon courage dans toutes leurs entreprises pour ce combat de la dignité humaine qui est en cours depuis très très longtemps dans notre pays. Nous en avons besoin et nous souhaiterons que d'autres collectifs puissent naître, se former et travailler également d'une façon bénévole pour rendre notre société vraiment sa place de meilleur choix qu'elle occupe au niveau de l'Afrique centrale, afin que le citoyen camerounais puisse être mieux respecté dans le monde. Parce que de nos jours,
Quand tu dis à quelqu'un, je suis d'origine du Cameroun, la première des choses qu'on fait, c'est quoi? On va en Google. Oh là là, ils ont un président depuis 40 ans qui est là, qui ne bouge pas. Comment est-ce que vous vivez avec ça? C'est un royaume? C'est quoi? Et à partir de là, les gens les plus futés lisent les revues sur le Cameroun et vous opposent cela au bureau. Et tout ça contribue à la façon dont ils vous traitent au bureau, la façon dont ils vous interactent est reliée à ça qui constitue aussi ton background, c'est-à-dire d'où tu viens, comment est-ce qu'on traite les gens chez vous, alors pourquoi est-ce que tu voudrais un meilleur traitement de ce côté. Donc c'est pour rappeler à ceux-là qui sont au Cameroun, pensent que nous autres de la diaspora, quand nous combattons, c'est pour rentrer au Cameroun, peut-être occuper leur poste ou alors discuter leur bout de pain, qui se détrompent. Nous vous battons pour le respect et la dignité de l'être humain et en particulier le citoyen camerounais vivant au Cameroun. C'est pour ça que nous nous battons. Et je vous donne encore ce coup de maître, Mélie, vraiment du courage et que Dieu vous donne encore plus de force à défendre ces gens-là. Je vais également rebondir sur le cas de Mamadou Monta pour dire que, pour demander, est-ce qu'il y a encore une possibilité de laver le casier judiciaire du vice-président du MSC afin qu'il soit éligible à un poste public au Cameroun, parce que c'était l'un des objectifs du RDPC, c'était rendre Mamadou Monta inéligible pour une élection, quelle que soit au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, je pense, si j'ai une bonne mémoire, si tu as déjà été condamné de plus de 6 mois d'emprisonnement ferme, tu ne peux pas te présenter à un poste électif au Cameroun. Maître, ma question me revient. On rebondit sur la prochaine question. Ok, docteur, je crois que les textes de la République au Cameroun organisent le contentieux du casier judiciaire. Ok, d'accord. Et nous avons formé pourvoi contre la décision qui a été rendue contre Mamadou Monta. D'accord. Nous comptons ne pas nous arrêter là, parce que dans le dossier de Monta, ces droits fondamentaux relevant du droit international ont été bravés et nous n'avons pas pu obtenir des autorités camerounaises la reconnaissance de ce droit. Est-ce qu'il y a encore besoin de dire que lorsqu'il y a violation des droits de l'homme à cause d'une injustice, à cause d'une décision injuste, lorsque les aspects pertinents des droits de l'homme protégés par les instruments internationaux ont été littéralement bravés, est-ce que vous pensez que pour laver l'affront qu'a subi le vice-président Mamadou Monta, qu'il ne faille pas intenter des recours appropriés pour contraindre cet État à respecter les instruments qu'il a ratifiés et publiés dans son pays? Bien sûr, bien évidemment. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Si la Cour suprême du Cameroun ne peut pas amener les juridictions inférieures à respecter le droit, on sera bien contraint, n'est-ce pas, à faire ce recours. Encore que rien ne nous oblige d'attendre la décision de la Cour suprême. Tout à fait. Tout à fait. Merci, maître. Laure? Oui, maître, vraiment, ça fait froid dans le dos quand on écoute le déroulé de la procédure jusqu'à la libération de nos amis prisonniers politiques. Il va sans dire qu'on écoute un goût d'amertume, justement parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans notre pays. Je profiterai de l'occasion aussi pour rebondir sur le vécu de l'épisode de la mise en mal du corps des avocats récemment à Douala. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que nous constatons que même le corps de l'avocature, si je peux me permettre, n'est pas respecté. Si vous n'êtes pas respecté, comment vous pouvez défendre nos droits et libertés?
En tant que maître Méli, je suis très peiné et gêné pour cette situation troublante. Parce que vous évoquez là les événements du 10 décembre, si c'est ça, à Douala. Tout à fait, maître. Exactement. Je ne pense pas que ce soit une scène qu'on ait vécue quelque part dans le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un assaut dans l'enceinte, policier dans l'enceinte du palais de justice, sous le prétexte de rétablir ou de maintenir de l'ordre, parce que dans le langage policier, soit ils maintiennent de l'ordre, soit ils rétablissent de l'ordre. Tout à fait. Et lorsque l'ordre est rétabli, on le maintient. Je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'action administrative policière peuvent déjà confirmer cette possibilité. Donc, il y a un assaut dans l'enceinte du palais de justice qui se poursuit à l'intérieur d'une salle d'audience. La police, dotée des armes meurtrières, dans une salle d'audience, contre des avocats vêtus de robe. Si l'autorité policière ne peut pas respecter la robe d'avocat, vous pensez peut-être que mon logiciel ne fonctionne plus bien. C'est-à-dire, on a assisté à ce que l'autorité de police ne respecte pas la robe d'avocat et qu'il y ait des tirs. Le feu a retenti dans une salle d'audience. Et lorsque vous me posez la question, que puis-je faire lorsque le garde de sceau, devant l'Assemblée nationale, qui est supposée être l'Assemblée du peuple, les parlementaires, donne une version contre les avocats, hors la présence des avocats. Le garde des Sceaux est allé à la Cour suprême, condamner tout le barreau, hors la présence des avocats, et dans un discours où il n'y aura jamais, et il n'y aura jamais de contradictoire. Il a répercuté, comme je vous ai dit, comme le système judiciaire fonctionne, les informations venues de la police. Bon, c'est un problème de tout le barreau. Nous aussi, on attend les mesures qui seront prises au sein de l'ordre. Il y a eu un début. On continue à attendre la suite. Mais ça ne fait pas plaisir d'être avocat dans ce contexte. C'est pour ça que je disais qu'il paraît que mon logiciel disjoncte déjà. Non, pas du tout, maître. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, maître. Je pense que c'est plutôt le logiciel des autres qui est déjoncté. Voilà, avant de continuer, pour ceux qui ont rejoint l'émission en cours de route, je tenais à préciser, quand même, parce que c'est important, parce que pour les héros de temps moderne comme Maître Méli et ses collègues qui combattent l'injustice, qui défendent le droit de l'homme, il est important aussi que les Camerounais aussi puissent soutenir, pas autrement, puisque comme Dr Sinze le précisait tout à l'heure, ils le font dans le cadre de bénévolat. Donc, nous pouvons, les Camerounais peuvent récompenser de plein d'autres manières, tout simplement, en faisant appel à leur service. Donc, je veux profiter pour le faire. C'est vrai que nous ne le rappelons pas assez. C'est important de le rappeler. Maître Méli est avocat au barreau de Cameroun. Il est le président du collectif des avocats de Maître Sylvain Sop, constitué pour pouvoir, au service juridique et assistant de manifestants, les entités juridiques de MRC et alliés, avant, pendant, après l'exercice de leur liberté et droits fondamentaux. Donc, c'est important quand vous avez des personnes comme Maître
Méli et ses collègues qui se battent jour et nuit parce que parfois, ils sont dans les tribunaux jusqu'à 2-3 heures du matin. Vous avez vu le cas de VP Mota qui est sorti de prison à 1h30 du matin. Ils étaient présents. Vous avez vu l'interview accordée au cabinet de Maître Méli à pratiquement 2 heures du matin. Donc, vous voyez, ils ont des horaires pas possibles. Et ce travail est fait dans le cadre de bénévolat. Et lorsque nous parlons de bénévolat, ça veut dire que c'est les heures que Maître ne travaille pas, Maître et ses collègues ne travaillent pas pour eux. Donc, ça veut dire que c'est des heures de travail perdues. Donc, nous pouvons aussi, en tant que Camerounais, les encourager en faisant appel à leurs services pour, en quelque sorte, essayer d'équilibrer un peu les choses. Même si c'est difficile d'équilibrer des heures de travail perdues, nous qui vivons en diaspora, nous savons exactement ce que c'est une heure de travail de perdu. Là, il s'ajoute de mois, parfois de semaines de déplacement, parce que des fois, ils se déplacent dans des villes de Cameroun pour aller défendre des personnes jusqu'à Boya, un peu partout au Cameroun. Voilà, c'était juste une parenthèse, parce que c'est important aussi de souligner. Oui, je dois dire quelque chose. Oui, Maître, allez-y. Oui, nous ne devons pas ignorer que l'article 245 du Code pénal réprime la mendicité. Donc, ce n'est pas voilà, exactement. Donc, fais croire que Maître Méli est en train de passer par ce truchement. Non. Donc, je pense que nous, c'est moi qui le fais. Oui, ça salirait l'honneur de tout le barreau. Et non, exactement. Oui, et je n'ai que pour seule profession l'avocature. Donc, je vous en prie. Voilà, préciser que c'est quelque chose moi. Je m'engage, moi. Voilà. Et ça ne vient pas m'être d'ailleurs surpris de le voir, mais je tenais à le faire et je persiste et je signe. Les Camerounais doivent m'écouter. Voilà. je sais ce que vous pensez de tout ça, Maître. Donc, vous êtes un homme d'honneur, vous êtes un homme travailleur et je sais que vous ne ferez pas ce genre d'annonce. C'est bien pour ça que je me suis permis de le faire. Voilà. Donc, nous allons continuer, Maître. Je veux passer maintenant pour le cas du président Maurice Kamto, que vous avez défendu aussi parce que vous l'avez défendu avec le collectif. Nous avons vécu la situation du président Maurice Kamto séquestré dans son domicile avec tous les habitants de ce domicile pendant pratiquement presque 3 mois, je crois. Oui, voilà. Avec son épouse, les personnes qui y travaillent. Il y a même ces vigiles qui ont été arrêtés, jetés en prison. Il y a aussi tout le personnel de président Kamto qui ont subi cette séquestration. Et ils l'ont fait avant et après les élections régionales. C'est quelque chose que le monde entier a vécu avec horrification. En fait, nous n'avons pas du tout compris cette méthodologie qui devient à peu près récurrente maintenant en Afrique. Je ne sais pas. Est-ce que vous, en tant que... Parce que vous avez eu accès au président Kamto durant cette période de séquestration. Vous, en tant qu'avocat de président, Maurice Kamto, parce que c'est le président élu du Cameroun, le président élu Maurice Kamto, vous, en tant que son avocat, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette situation horrifique, en fait, cette situation dont personne ne comprend? Parce que jusqu'à là, il n'a pas été accusé de quoi que ce soit, je tenais à préciser. Oui. Lorsque le 23 septembre, je pense, c'est la date, le 27 septembre, j'ai été invité par les autorités gouvernementales à son cas. Elles m'ont dit, ces autorités, elles m'ont dit qu'ils avaient des preuves et des éléments justifiant que le professeur Kamto voudrait déstabiliser le pays. Donc, ça, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce qui m'a été dit. Et on m'a chargé de le lui dire. Ce que j'ai fait. Nous sommes restés dans l'attente de la clarification de sa situation. Rien n'a été clarifié parce qu'aucun acte public n'avait été prêt pour justifier sa situation. Si vous parcourez les communiqués du gouvernement
qui sont datés du 25 septembre et la suite. Je pense que les premiers communiqués datent d'abord du 19 ou du 14, 19 et 25. Vous allez constater qu'en réalité, on annonçait que c'est un ennemi à abattre. Tout à fait. Et qu'il a violé les lois de la République et fera l'objet des recours les plus durs. Nous avons attendu qu'ils régularisent la procédure, ils ne l'ont pas fait. Nous avons engagé une procédure de référé. De référé pour constater qu'ils subissaient plutôt une voie de fait. Et je dois dire que cette procédure reste encore pendante jusqu'à ce jour. Cette procédure revient, je crois, le 21 février, parce qu'on attend que le ministère public prenne ses réquisitions. Toutes les administrations publiques ont conclu. Nous avons produit des écritures en réplique. On attend que le ministère public donne son avis parce que la cause oppose des entités publiques. Donc, qui dit réquisition du ministère public veut dire le parquet n'est pas indépendant, que le procureur du tribunal de première instance de Yaoundé va prendre quelques écriteaux, va communiquer au parquet général de la cour d'appel, qui pourront pas être modifiés, et après le parquet général, ça ira chez le garde des Sceaux. Voilà le circuit de ce genre de dossier. Et à la dernière audience, nous avons été contraints de dire à monsieur le président du tribunal qui connaît de cette affaire que les juges du siège ne doivent plus attendre les magistrats de parquet. Certes, c'est une cause communicable, mais ça fait déjà des reports de trop. Est-ce que les juges du siège prendront leurs responsabilités en cas de défaillance des magistrats de parquet? Nous attendons. On va non, voir. je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça, maître. Je ne pense pas. Donc, je ne sais pas. Et ça pose des problèmes de fonctionnement de la justice de notre pays, voire dysfonctionnement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'avais l'impression que c'est mon logiciel qui disjonctait. Votre logiciel ne peut pas disjoncter, maître. Nous savons bien que cette juridiction est aux ordres, donc ça ne peut pas disjoncter. Vous faites votre travail, mais en face, il y en a qui ne respectent pas les lois. C'est normal qu'à un moment, vous parlez à un mur. C'est normal qu'à un moment, vous dites que est-ce qu'on vous écoute? Nous avons tous constaté que un petit matin, j'avais négocié avec les autorités policières le rendez-vous du président Ekoka avec le président. On m'avait donné le OK. Lorsque nous arrivons à Santa Barbara, on constate qu'une heure avant, n'est-ce pas, le dispositif qui encadrait le domicile était parti. Donc, ils sont partis comme ils sont aussi revenus. Il n'y a aucun acte public. Il n'y a aucun acte public pour le départ, il n'y a aucun acte public pour l'arrivée. C'est pour ça qu'on se pose la question de savoir quel est le code, quel est le texte qu'on applique. Quel est le texte qu'on applique? Le texte des procédures dictatoriales. C'est ça qu'ils appliquent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire quoi? C'est pour ça que pour moi, j'ai dit, le système probatoire fonctionne comme le système des ordalies. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer une potion, on vous demande de boire, si vous buvez et que ça vous purge, on va vous dire que vous êtes coupable. C'est pourquoi notre président élu disait que nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans un État d'âme. Il n'y a pas État, il n'y a que État d'âme. État d'âme, tout à fait. Ça sous-entend ce que vous venez de dire, maître. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait que tout le monde travaille, tous les professionnels, c'est-à-dire les magistrats, sans qu'on regarde comment ils ont été formés, même au sein de la profession d'avocat et partout, on trouve des gens qui ont des insuffisances académiques. Mais pour qu'un pays fonctionne, on a besoin de tout le monde. Tout à fait.
Oui, il faut seulement un barème qui permet de clarifier la situation et que chacun s'élimine seul. Lorsque vous ne pouvez pas remplir les conditions de la compétition, que vous ne pensez pas que c'est parce que tel est jaloux de vous que vous avez perdu. Mais lorsqu'un système fonctionne de la manière je te tiens, tu me tiens, il y a interaction. Vous avez vu dans l'affaire de Mota, les juges d'instance qui ont condamné les motards, eux tous ont été promus. En cours d'appel, on n'a même pas attendu, n'est-ce pas, la fin de la procédure pour octroyer des récompenses à ceux qui jugeaient. Donc, lorsque ce dispositif est mis en place, est-ce qu'on peut rendre à chacun ce qui lui est dû? Et quand on ne rend pas dans la société à chacun ce qui lui est dû, c'est la catastrophe. C'est des conflits, même si ça ne naît pas à l'instant. C'est des conflits qui seront très difficiles à résoudre. Tout à fait. C'est pour ça que, Maître, Kate, si tu le permets, je vais juste sauter là-dessus. C'est pour ça souvent que quand moi j'essaye un peu de théoriser la justice camerounaise, moi je dis qu'il est vraiment important que les juges, les magistrats et les procureurs soient votés parmi les avocats. Tous sont d'abord avocats à la base, mais que ceux qui doivent occuper ces positions-là soient votés par la population. C'est un peu comme ça qu'on voit dans beaucoup de pays vraiment qui appliquent la démocratie. Que quelqu'un ne s'asseye plus dans son bureau, utilise un réseau dont on qualifie souvent de la discrétion du président, du pouvoir discrétionnaire du président de la République, pour nommer des gens dont on sait qu'ils vont s'entretenir les uns et les autres pour rendre la vie infernale aux citoyens camerounais. C'est un peu ça que j'allais ajouter et aussi augmenter un tout petit peu en argumentaire, tel que vous l'avez dit, le professionnalisme. Il faut que les Camerounais, que dans chaque secteur, tous les secteurs confondus, fonctionnent comme de vrais professionnels, avec une bonne dose d'éthique à l'intérieur. Parce que c'est quand même terrible qu'un homme, qu'un être humain se retrouve à ne pas se remettre en question, c'est-à-dire mettre sa conscience hors de son corps, mettre son cerveau hors de son corps et ne fonctionner parce que l'autre lui a dit de fonctionner, de marcher ainsi. Sinon, substitution donc des êtres humains aux robots. Même les robots ne fonctionnent pas seuls. Il y a quelqu'un derrière qui manipule les codes de ce robot. Il a été programmé par un être humain avec une conscience. Le robot ne se programme même pas seul. Donc, pour dire cette situation que nous vivons au Cameroun dans notre système judiciaire, nous n'osons pas et nous n'aurons pas la mémoire de ceux qui sont passés et qui ont mis en place ce système. Et même ceux qui sont en train d'appliquer aujourd'hui, ils n'ont aucune notion de ce qu'on appelle legacy. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient qu'on retienne d'eux? Qu'ils ont assez arnaqué et escroqué le peuple camerounais? Qu'ils ont assez longtemps tué? J'ai vu un général du corps d'armée s'est tapé la poitrinerie que non, c'est lui qui avait arrêté Oumniobey. Et ce sont eux qui ont fusillé Ernest Ouandji. Il était très fier de lui d'avoir tué un Camerounais, d'avoir tué son frère, parce qu'il est taxé de maquisards, comme on les appelait à l'époque, alors que c'était des révolutionnaires. Donc, voilà un peu le genre de legacy que nos parents, ces mauvais parents, nous laissent et qu'on sera obligé de retenir cela d'eux. Donc, notre génération, si, avec votre aide, souhaiterons faire la chose un peu différemment. Nous souhaitons faire les choses de telle sorte que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, après que nous soyons morts, même un siècle après que nous soyons morts, que les archives montrent que Maître Méli était un grand homme, il a combattu le bon combat. Que quelqu'un soit fier de porter le nom de Méli, comme aujourd'hui quand on appelle quelqu'un Malcolm X ou comme on appelle quelqu'un Pasteur King, les gens sont fiers de porter ces noms-là. Que quand il y a des noms qui portent malchance, que ces gens-là prennent conscience de cela et sachent que non seulement ça va les suivre,
mais ça va suivre leurs petits-enfants et de génération en génération. C'est un peu ce que je voulais. C'était un appel de conscience hein, que moi, je lançais comme ça. Bon, c'est à chacun de faire ce qu'il veut, mais les faits sont là, les faits sont têtus. On ne peut pas masquer la vérité pendant longtemps au peuple camerounais ni à l'humanité. Merci. Merci. Oui, Laure. Oui, je ne partirai pas sans poser quelques petites questions, sans entrer un peu dans le jardin intime de côté jardin, maître. Nous savons que votre boulot est très prenant. Comment vous conciliez cette vie professionnelle sans heures, sans vacances, sans rien avec votre vie de famille? Je suis une femme, je sais que ce n'est pas évident tous les jours. Comme dit Mamadou Mota, nous devons mener le combat de notre génération. On ne doit pas léguer notre combat à nos enfants. Mais je sais que vous menez le vôtre, mais comment vous faites avec vos enfants et votre femme? Qu'est-ce que je dois vous dire? Je crois que lorsque on vous a arrêté récemment avec les Cacouens, les femmes qui manifestaient, cette question m'a été posée parce que je me suis retrouvé jusqu'à 2 heures avec ces femmes. Ben oui, on s'était séparés à 2 heures, effectivement. Et à 2 heures avec ces femmes, et beaucoup parmi elles ont demandé si Maître Mélie a une vie de famille. J'ai une vie de famille. Et la seule chose que je fais, c'est que ma vie de famille est vraiment privée. Vraiment privée. Bon, maintenant, lors où vous posez la question, vous vous dites, si vous étiez à la place de Madame Mélie, oui. Est-ce que vous alliez supporter ça? Bon, c'est peut-être la question. Oui, en gros. Bon, je dois avouer que de temps en temps, je suis seul. Je mène une vie solitaire à cause de mes engagements. Mais je trouve toujours des moyens pour amener cette paix à l'intérieur. Parce que sans cette paix de l'intérieur, il est difficile qu'on fasse de grandes choses. C'est tout. Donc, ça montre tout le sacrifice que vous faites. Parce que les gens ne voient que le résultat, on ne voit pas la conséquence. On ne voit pas tout ce que vous mettez entre parenthèses, quoi, pour donner le sourire aux Camerounais. Et j'en profiterai également pour vous demander quel est votre ressenti maintenant après un travail bien fait, après la libération de notre vice-président Mamadou Yacouba Mota. Quel est votre ressenti aujourd'hui? Il y a déjà que je me sens déjà un peu fatigué. Voilà. Il y a déjà que je me sens un peu déjà fatigué, mais comme je l'ai dit à la presse, c'est un gros soulagement. Qu'il se retrouve dehors et qu'il va qu'à ses occupations comme monsieur tout le monde. Et qu'il continue son combat tel que lui, il a conçu. Ce combat, ce n'est pas pour lui, c'est pour, et ça engage beaucoup de vies. Je pense qu'on doit la... Kate, j'ai l'impression que le réseau camerounais... Oui, j'espère que Maître va revenir parce que je voulais demander à Maître le déroulé, en fait, avant, parce que nous tirons à la fin de l'émission. Avant de partir, j'aurais aimé mettre le déroulé de la libération du président Mota. Pourquoi, voilà, le déroulé, parce que nous avons vu un tweet de la part de Maître il était à peu près 1h du matin. Non, il était à peu près 23h. Il y avait un tweet de Maître où il parlait que le document était signé, que tout était prêt, il ne comprenait pas pourquoi le VP devait dormir en prison, mais le régime a gardé le VP jusqu'à 1h du matin, sûrement pour éviter un bain de foule, hein, parce qu'ils n'aiment pas trop ça, ils n'aiment pas ce côté où voilà, les héros sont acclamés par la population. Donc, j'espère qu'on va attendre un petit peu, 2-3 minutes, que Maître vienne pour le mot de la fin. Je pense qu'il va revenir. Il y a sûrement un problème de connexion parce que même le docteur, le consultant est parti également. Je pense qu'il y a eu un petit souci.
Je ne sais pas si la technique peut nous dire si ils sont en train de revenir ou pas. Est-ce qu'on va tirer à la fin de l'émission ou on respecte le temps de l'émission et puis on leur laisse le temps de revenir pour le mot de la fin? Là, après le déroulé de tout ce qui s'est passé, que ce soit les mandats de perquisition qui devient le mandat d'arrêt et puis le mandat de détention, sans oublier le mandat de déportation, parce que c'est comme ça que je l'appelle, le docteur Sinze revient. Le temps que Maître Mélie revient pour la conclusion, le docteur Sinze, vous avez tout à l'heure suivi en fait tout le déroulé de l'appareil judiciaire camerounaise où le mandat d'arrêt, le mandat de perquisition devient tout d'un coup le mandat d'arrêt, le mandat de déportation, le mandat de détention. C'est une situation assez horrible pour des personnes qui, voilà, nous sommes contents parce que Maître revient pour le mot de la fin. Il n'était pas question, Maître, nous sommes ravis de vous revoir parce qu'on s'est un petit peu, nous savons très bien qu'au Cameroun, on a énormément de soucis au niveau de Internet que de l'électricité. Donc, on avait un petit peu peur de ne pas avoir le mot de la fin. Nous sommes ravis que vous puissiez vous reconnecter. Je voulais, ma dernière question, en fait, j'ai des questions. Ma dernière question concernait, en fait, le déroulé, en fait. Nous avons vu le déroulé de la libération de VP Mota. Nous avons vu le tweet que vous avez fait la veille au soir où tout le document était signé, où vous disiez que vous ne comprenez pas pourquoi il devait encore passer la nuit en prison. Ensuite, il a été gardé jusqu'à 1h du matin, 1h30 où il fut libéré. On n'a pas trop bien compris cette situation. Et ma deuxième question, qui est ma toute dernière question, ça va être la question de demander que fait le professeur Foguet, que fait Bibi Nussak, que font tous les autres détenus qui ont été arrêtés, en fait, d'autres dans le cadre de la marche du 22 septembre et d'autres la veille devant le domicile du président Maurice Kamto, et d'autres même ont été kidnappés chez eux, comme fut le cas de Bibi Nussak et bien d'autres d'ailleurs. Nous avons le cas également d'un détenu au nom de Herman, qui est le chauffeur particulier de Madame Missa, qui fut arrêté à Yaoundé durant une visite aux amis politiques du MRC. Que font toutes ces personnes là-bas? Comment expliquez-vous qu'un jeune qui part rendre visite à un ami politique est arrêté comme ça et balancé au 7, ensuite déporté en fait à Kondengui? Comment vous expliquez toutes ces cacophonies judiciaires? Sans oublier en fait cette libération tardive à minuit comme les sorciers. Oui, nous attendions que le vice-président Mamadou Mota soit libéré aux heures ouvrables. Ça n'a pas été le cas parce que jeudi aux environs de 14 heures, nous avons appris qu'il accomplissait déjà les formalités de libération au greffe. Aux environs de 14 heures, ça a pris du temps. Et lorsque j'ai eu l'information, j'ai compris que c'était d'ailleurs la procédure administrative qui était de levée de coûts qui était déjà enclenchée. Je dois dire, en tant qu'avisé et d'expérience, l'administration ne pouvait pas le libérer de jour. Bah oui. Il y a 3 semaines, j'étais allé discuter avec le vice-président et j'ai tenu à le lui dire. Et quand je dis qu'il ne peut pas les libérer de jour, c'est compte tenu de leur pratique, de leur logiciel qui fonctionne très bien là. Parce que ce logiciel ne fonctionne pas pour fonctionner dans la legacy. Non. Donc, pour trouver la formule, il faut trouver ce que le texte dit et chercher maintenant ce que le texte ne dit pas. Exactement. Pour être dans les hypothèses de ce qu'ils vont faire. Donc, les gens étaient mobilisés pour qu'on le libère
au plus tôt ou au plus tard à minuit. Et il y a eu attroupement devant la prison centrale. Nous avons assisté à la coupure de lumière qui a duré près d'une heure. Personne n'a démarré le groupe. Personne n'a démarré le groupe. À un moment donné, on est venu essayer, tenter de démarrer le groupe. Ça n'a même pas donné. On attendait. Après, le courant est revenu. Et l'heure qu'on m'avait indiqué était minuit. J'avais demandé aux journalistes de ne pas venir là-bas parce que ça créait des problèmes, de m'attendre plutôt au cabinet. Et je leur ai indiqué minuit 30. Wow. Oui, à minuit 30, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, j'ai dû imaginer que certainement les attroupements les empêchaient. Et nous avons décidé, on s'est concerté, on a décidé donc d'évacuer le devant de la prison centrale. Et lorsqu'ils ont constaté que tout le monde était parti et qu'il ne restait qu'un seul véhicule, bon, à ce moment-là, ils m'ont demandé de garer à la porte d'entrée. J'ai garé et ils ont fait sortir le vice-président très rapidement et moi je suis parti avec lui. Donc voilà. Wow. La seule question, le seul entretien que nous avons eu, c'était au sujet du cas de Kwame Alexis. Oui. Il y avait un deuxième véhicule qui devait le prendre. Ils nous ont dit non, qu'on dise à la famille que c'est à 8 heures. Et nous avons constaté qu'à 6 heures, on l'a fait partir manu militari de la prison. Voilà donc le récit. Alors, quel commentaire il faut faire en tant que juriste? Est-ce que l'administration fonctionne à 1 heure? Le régisseur qui ouvre les portes de la prison à 1 heure, même si c'est sur les autres, est-il couvert? Pourquoi? Donc, ça ne doit pas faire rire. Tout à fait, c'est terrible, c'est terrible. Ce sont les rires de pleurs, maître. C'est vraiment ce sont les rires de pleurs. C'est des rires d'étonnement aussi. Ouais. Oui. C'est terrible. Et qui agissent au nom de l'État, hors les heures de service. Qui assure ces personnes? Ils ne connaissent pas ça, maître. C'est terrible, maître. Avant que Lord shoot pour le mot de la fin, et que font le maître et la question concernant le professeur Alain Bourguet? Oui, ça c'est une autre situation pathétique. Ça c'est une autre situation pathétique parce que on les a arrêtés dans un contexte qui n'avait aucun rapport avec les faits qu'on leur reproche et toujours dans le même registre où il n'y a pas de faits. Nous avons encore 135 détenus dans le cadre de ces manifestations disséminées à Douala, Yaoundé et Bafoussam. Je pense qu'il doit y avoir 61 à Douala, 5 à Bafoussam et le reste c'est à Yaoundé. Bon. À Douala, les juges militaires ont un peu évolué avec l'instruction, mais à Yaoundé, depuis leur arrestation, il n'y a rien. Wow. Le juge d'instruction n'a même pas encore posé le tout premier acte d'instruction en dehors des actes d'inculpation et des mandats qu'il a signés. Nous avons engagé des procédures d'habeas corpus pour expliquer au juge d'habeas corpus, qui est un juge qu'on a institué au Cameroun comme étant le juge des libertés, comme étant le juge ayant le plein pouvoir de contrôler l'action des officiers de police judiciaire et même l'action administrative. On a amené ces juges-là, on les a conduits devant les juges. Et apparemment, lorsque un dossier apparaît au tribunal et avec la mention Canto,
qui est non écrite, ça veut dire qu'il faut faire du n'importe quoi. Donc, vous avez beau expliquer ce droit, que le tribunal militaire n'est pas compétent pour juger le civil et qu'un mandat d'incarcération qui est émis par un tribunal militaire pour détenir quelqu'un pour défaut de carte d'identité, que c'est illégal. Le juge, lui, il va dire dans son cœur, je veux m'occuper de ma petite famille, vraiment, il ne faut pas m'amener trop ton école là. Et il va rejeter. Il va rejeter. Vous irez à la cour d'appel, il va faire autant. Nous sommes rendus actuellement à la deuxième procédure parce que l'habeas corpus peut être engagé à tout moment. Mais nous n'attendons pas vraiment du miracle parce que ce sera toujours la même chose. Ce sera toujours la même chose. Il y a même un juge qui dernièrement nous a dit que non, pourquoi quand le tribunal militaire a mis des gens en détention, vous venez me voir, il s'est même déclaré incompétent. Wow. Le juge d'habeas corpus. Donc ça se vit au Cameroun en 2021. Je ne veux pas dire que ces juges lisent mal le texte. Ils sont même d'ailleurs, contrairement à ce que dit Dr Senzé, très bien formés. Ils sont très bien formés. Malgré tout ce qui se passe à l'ENAM, on rencontre des personnes qui discutent intellectuellement et qui sont saines, qui n'ont pas encore de logiciel disjoncté. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand il faut rendre la décision, le logiciel disjoncte. Et je crois que tout le monde doit travailler pour qu'on cherche ce qui traque ce logiciel qui disjoncte, parce que ce sera là la solution. Maître, je veux rebondir sur ce que vous avez relevé tout à l'heure. Je n'ai pas dit que les magistrats et les sont mal formés. Je veux dire l'école, c'est-à-dire le moule dans lequel ils sortent. Le moule est gâté. Et si le moule est gâté, le produit de ce moule ne pourra pas être que des malformations. Ça peut être des malformations intellectuelles, physiques, voire même intrinsèques en eux, tout en sachant quoi. L'homme qui m'a nommé ici pour remplir ses missions et non la mission que j'ai été formé pour cela. C'est bien pour cela qu'on peut assister à ce genre de déclaration qu'un juge d'habeas corpus se déclare incompétent à recevoir un dossier qui relève de sa compétence, tout simplement parce que ça vient avec une mention non écrite, MS et Camto, tel que vous l'avez dit. Donc, pour revenir à cela, moi, je réitère ma pensée, c'est que l'ENAM est une école à fermer ou alors à reformer profondément. Et je dis encore que les magistrats et les juges ne devraient plus être nommés dans le nouveau Cameroun que nous combattons pour mettre en place. Ils devraient être votés par les populations dont ils ont la charge de juger. Un peu comme le système américain, docteur. Oui, un peu comme le système américain ici. Parce qu'un juge qui fait mal son travail ici est certain qu'aux prochaines élections, il ne sera plus voté. Ça, c'est ce qui est clair. Il est certain qu'il va perdre son poste et redevenir avocat qu'il était avant d'être voté à cette position-là. Et c'est ça, le contrat social qu'a la société, qu'a le citoyen avec ceux qui le dirigent. Parce que quand il n'y a plus cette base de confiance qui existe entre les dirigeants et les dirigés, alors il ne peut qu'avoir ce genre d'abus dont le Cameroun nous expose aujourd'hui et les citoyens en paient le prix. C'est pour ça que nous en sommes où nous en sommes, maître. Merci. Oui, je dois préciser quelque chose. Je dois préciser quelque chose. L'indépendance du juge dépend de son état d'esprit. Voyez-vous, un juge vous pouvez engager une procédure, le droit est de votre côté, les preuves sont de votre côté. Vous imaginez qu'un juge part chercher les instructions? C'est-à-dire que personne ne lui a demandé de faire quelque chose. Mais il estime que non,
Quand il estime déjà que lui, il ne peut pas juger sans demander des instructions la ailleurs. permission ou bien des instructions du politique. Est-ce que lui n'invite pas là déjà le politique à intervenir et à prendre des intérêts dans les affaires? Voilà ce qui gêne. Donc, je ne sais pas si on leur inculque ça à l'ENAM. Je ne pense pas. Je pense que ça se cultive ailleurs, en dehors de l'ENAM. C'est ce qu'il faut reconnaître. Parce qu'il faut vous demander comment vous avez fait les bancs avec quelqu'un. Vous avez obtenu les mêmes diplômes. Vous avez fait les compétitions en classe, ensemble. Vous l'avez battu de temps en temps, il vous a battu. Et que subitement, il se retrouve en train de faire des choses horribles. Je ne pense pas que ce soit l'ENAM. L'ENAM, en 2 ans, ne peut pas transformer l'être humain. Je ne pense pas. Je pense que ça se décide ailleurs que là-bas. Donc, ça, c'est mon point de vue pour dire, je suis d'accord, il faudrait qu'on parvienne à retrouver ou bien à construire un système judiciaire où les gens peuvent dire le droit. Et rien que le droit. Chacun choisit sa profession. Je ne pense pas que ces gens, ou des magistrats, je ne pense pas que les magistrats ont choisi pour profession charcuter les gens. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que quand quelqu'un a porté la robe de magistrat et prêté le serment de magistrat, il connaît tous ses engagements publics. Je pense également que lorsque, après avoir prêté serment comme ça, il reprête comme ça, il sait lui-même qu'il a tourné. Tout à fait. Maître Mélie, si je peux me permettre, nous savons que nous sommes dans un État sur haute instruction. Donc, logiquement, si on est dans un État, tout est fait sur haute instruction. C'est normal que le juge aille chercher les instructions chez sa hiérarchie. C'est pas normal pour moi. Oui, non, on est dans leur logique. Parce que vous êtes dans la légalité, eux, ils ne sont pas dans cette dynamique. Donc, pour aller dans la même dynamique que vous, il faut repenser le système. Il faut repenser. Parce qu'après la formation académique, il y a la formation professionnelle qui exige d'autres normes. Et c'est justement ça qui déteint sur ces personnes que vous connaissiez avant. Parce que dans la norme professionnelle camerounaise aujourd'hui, tout est sur haute instruction. Même pour acheter un bic, c'est sur haute instruction. Ouais. Voilà. C'est normal qu'on se retrouve dans cette cacophonie-là. Et on ne comprend plus rien. On ne sait plus qui fait quoi. On ne comprend plus rien. Voilà. C'était un peu pour... Est-ce que vous savez comment fonctionnent les charançons? Moi, je le dis parce que je suis fils de planteur. Les charançons. Non. Lorsque les charançons entrent dans votre grenier, ils charançonnent tout. Lorsque le contenu du grenier est terminé, ils charançonnent le grenier lui-même. Lorsque le grenier devient la poudre, ils se mangent entre eux et c'est le dernier qui s'envole. Donc, je pense que lorsqu'on passe le temps à crier que c'est pourri et que c'est en train de pourrir, il faudrait que des gens prennent des images pour comprendre ce qui peut arriver à tout le monde. Exactement. Donc, oui, c'est ce que je peux dire. Ça, c'est clair, mais ça, c'est clair. Moi, j'ai une petite citation que je vais dire, que je répète très souvent, c'est que le poisson pourrit par la tête. Pour sauver, ça c'est mon mot de la fin, pour sauver le reste de la viande, je pense qu'il faut couper la tête du poisson et la jeter. Pour tuer le serpent, on ne tape pas sa queue, on coupe sa tête, on tape la tête sur le serpent. Donc, il est important qu'on tue le serpent par la tête et non par la queue. Merci. Merci. Là, avant de laisser Maître donner le mot conclu, un mot de la fin, peut-être une remarque ou une petite question pour la fin. Ensuite, Maître va conclure puisque nous sommes arrivés à thème de notre émission. Mon mot de fin, c'est déjà pour retransmettre les félicitations à Maître Mélie pour le travail qu'il a là-bas et qu'il sache que le peuple camerounais lui en est reconnaissant. Et toujours pour aller
ajouter un peu du vin, de l'eau dans le vin de Maître Mélie. Le président national a dit les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. Ce qui sous-entend que, voilà, les charançons ont déjà bouffé la charpente, ils sont en train de se bouffer entre eux. Voilà. Merci d'être venu, merci d'avoir étayé nos interlocuteurs et voilà. Merci. Maître, pour vous, la conclusion de notre émission. Pour moi, la conclusion, c'est que tout le monde doit être appelé à la prise de conscience. Tout le monde doit être appelé à la prise de conscience parce que lorsque c'est en train d'aller dans le sens que l'on observe et qui inquiète des personnes averties, bon, peut-être ceux qui pensent qu'ils profitent du système judiciaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui sont à l'abri. Je ne pense même d'ailleurs pas parce que des procédures entre elles tournent à ce qu'on connaît. Mais je pense qu'à un moment donné, on dit full stop, on s'arrête, on regarde le derrière, on demande ce qu'on a fait et on pense l'avenir. Peut-être que le temps de l'aurore, que dit l'or, est en train d'arriver et que chacun doit s'arrêter et revisiter les actes qu'il a posés antérieurement. Bon, que ce sursaut-là arrive et que cela profite à tout le monde. Peut-être pas nous. Bon. Mais on ne souhaiterait pas que ce que nous vivons aujourd'hui arrive aux générations futures. D'ailleurs que je ne suis pas sûr qu'ils vont accepter. Je suis en contact avec tous les jeunes qui sont en prison. Je sais ce qui est dans leur cœur. Nous pesons beaucoup pour que ça ne dégénère pas. Nous pensons qu'il faut que à un moment donné, il y ait ce sursaut et que vraiment on se redirige vers les bonnes pistes pour l'avenir et pour le bien de tous. C'est ce que je peux dire. Thank you very, very much, Barrister. Thank you very much for being with us tonight. Lord, it was great having Maître Mélie tonight with us. Oui. Thank you very much for being part of us as usual. We are happy having you tonight. C'était super d'avoir Maître Mélie. L'émission est tellement intéressante. On avait tellement de sujets à parler et pas assez de temps. Je pense que nous allons encore courir après Maître pour l'éviter parce qu'on n'a pas fini avec les questions. C'est vaste. C'est vaste, c'est pour vous dire l'ampleur de dégâts. Donc, on a tellement de questions qu'on a survolées, qu'on n'a pas osé poser parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On a choisi le plus intéressant. Donc, il y a encore plein de questions dont je pense qu'on va encore inviter Maître s'il veut bien être parmi nous très prochainement. Merci d'avoir été aussi nombreux à suivre Maître Mélie ce soir, d'avoir écouté en fait ce conseil qu'il a passé à la jeunesse et au peuple camerounais, à l'opinion également nationale et internationale. C'était super, Maître. Merci encore. Merci à ceux qui ont fait partie des choses, ceux qui ont partagé et ceux qui ont bien voulu écouter, suivre ce débat avec nous. Bonne soirée et à lundi prochain. Merci. Merci, bonne soirée. Et bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Tous les prisonniers politiques, bonne soirée. Bonne soirée et soyez forts, le combat continue. Soyez forts, le combat continue, exactement. Thank you very much. Follow me, shine.